Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Causa Espoir. C'est avec un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale. Une émission après les élections législatives. Comme vous le savez, il est de bon temps qu'après les élections, un leader politique vienne donner son point de vue sur les élections. C'est pour cette raison que nous avons décidé de recevoir Ricardo Aguzo dans nos studios. Bonsoir Ricardo Aguzo. Bonsoir Ariel Awaki. Bonsoir à tous vos fidèles auditeurs et auditrices. Bonsoir à tous les Togolais. Oui, Ricardo Aguzo, comme le dit un adage, chaque cause a un effet. Après les résultats provisoires du scrutin régional et législatif au Togo, le verdict est tombé. 108 sièges pour unir, 5 sièges seulement pour l'opposition. Et pour votre liste indépendante Causa Espoir, 0 siège. Quel est votre état d'âme, votre état moral actuellement au lendemain de ces élections? Merci beaucoup pour cette question. Nous sommes très heureux de vous répondre, et surtout sur notre état moral et psychologique. Comme vous me voyez, je vais bien et tout l'état-major de Causa Espoir se porte bien. Nous sommes tranquilles, à l'aise et nous nous réjouissons d'ailleurs de notre participation à ces deux scrutins. Je voudrais vous rassurer que notre moral, il est haut. D'ailleurs, à l'entrée dans ce studio, nous avons échangé avec le sourire pour rassurer nos militants, nos membres, nos sympathisants que les résultats issus de ces deux scrutins ne vont jamais nous décourager. Je le dis parce que il y a eu tout au Togo le 29 avril, sauf élection. Vous avez dit, le pouvoir totalise aujourd'hui 108 sièges sur 113, mais ça fait pitié. Les gens n'ont pas honte dans ce pays-là. Oui, pourquoi les gens devraient-ils donc avoir honte? Vous savez, si nous voulons faire l'historique, nous allons partir de 2015, aller à 2017. En 2017, vous savez, la contestation populaire, le régime de Faure Gnassingbé a été vomi par les Togolais. Ça, nous le savons dans toutes les rues, que ce soit au Togo comme dans la diaspora. Nous sommes passés en 2020 et par surprise, le pouvoir a gagné les élections à plus de 70%. C'était risible. Mais aujourd'hui, ce même pouvoir contesté, qui empêche les manifestations, qui comprime les réactions des populations, vient totaliser sur 113 sièges à l'Assemblée nationale, 108 sièges. On n'est pas con. Et on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il faut mettre pied à l'école pour savoir que ces résultats sont fabriqués de toutes pièces, taillés sur mesure. Oui, Ricardo Aguzo, si je comprends bien, donc vous n'êtes pas satisfait de ces résultats législatifs et régionaux. Ce n'est pas que nous ne sommes pas satisfaits, c'est des faits. Nous parlons du réel, ce qui s'est passé. Vous savez, quand vous posez des actes, il faut tenir compte du contexte. Le régime a l'habitude de bourrer les urnes. Mais c'était au temps où il n'y avait pas les médias sociaux. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et ce qui s'est passé, c'est au nez de tous les Togolais, au nez des Africains et du monde entier. Je n'invente rien. Vous avez vu les images circuler, audio, vidéo à l'appui. C'est-à-dire le message et l'acte sont accompagnés. Qu'est-ce qu'on peut contexter aujourd'hui? Ce n'est pas une question d'être satisfait ou non. Mais il faut reconnaître que les gens ne sont pas allés à une élection. Permettez-moi de vous dire. Ce qui veut dire que... Attendez, je vais aller au bout de mes idées pour vous allez-y. dire que, je me répète, qu'il y a eu tout au Togo le 29 avril, sauf élection. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé serait été dans un état normal. J'appuie mon mot. Dans un état normal, que les gens seraient poursuivis pour les actes inciviques qu'ils ont eu à poser dans les bureaux de vote et dans les centres de vote. Oui. Pourquoi pensez-vous que le Togo n'est pas un état normal? Mais écoutez, dans un état normal, on ne peut pas voir des gens bourrer des urnes à ciel ouvert.
Moi, je suis candidat, je suis passé dans les centres de bureaux de vote. Je vous donne un exemple. Dans le centre de bureau de vote à Wangelo, nous avons surpris un homme en train d'appuyer, de voter sur les bulletins. Il les a introduits dans l'urne. Oui. Au niveau du dépouillement, nous avons vu des bulletins entassés. J'ai posé la question aux agents de sécurité. Peut-on voter et après voir des bulletins entassés? Oui. Qu'est-ce qui vous Attendez. empêche donc de le traduire en justice? Non, rien ne nous empêche. D'ailleurs, je vais en venir. Nous avons plusieurs méthodes. Causa Espoir n'est pas un groupe désordonné. Nous sommes organisés. Nous sommes d'ailleurs une force politique. Nous n'avons pas aujourd'hui dit que ce qui s'est passé est un néant, qu'il faut oublier tout de suite et maintenant. Mais je relève les faits pour vous dire que votre question de savoir si nous sommes satisfaits ou pas, c'est pas une question de satisfaction. C'est une honte pour notre pays d'organiser des élections de cette façon, de se dire qu'on maîtrise l'appareil électoral, de se dire qu'on dirige un pays pendant plus de 50 ans, de se dire qu'on est populaire pour un président qui vient de gagner une élection à plus de 70%. Pour avoir les sièges au Parlement, il faut envoyer des gens dans les centres de bureaux de vote aller bourrer les urnes. C'est honteux. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Pour l'instant, il faut reconnaître que ces résultats dans la causa ne nous ont pas surpris. Oui, et pourtant, les observateurs étrangers, surtout ceux de la CEDEAO, ont affirmé que les élections se sont bien passées au Togo. Je n'aime pas répondre à ces questions, surtout quand il s'agit des observateurs. Et spécialement quand vous parlez de la CEDEAO. Vous m'excusez. La CEDEAO, nous la connaissons. Aujourd'hui, les mots des Togolais viennent en grande partie de cette organisation sous-régionale. Est-ce que vous savez que c'est la CEDEAO aujourd'hui qui a maintenu le président fort sur le pouvoir? En quel sens? Oui, en 2017, c'est la CEDEAO qui est intervenue pour demander la médiation et qui a roulé, qui a roublé, qui a mélangé l'opposition à se désorganiser, aller ou ne pas aller aux élections de 2018, c'est la CEDEAO. Et c'est elle qui est venue renforcer le pouvoir de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, cette CEDEAO, cette même CEDEAO ne peut pas venir dire le contraire. Quand vous parlez des observateurs, vous savez que l'Église catholique n'a jamais eu le quitus pour superviser les élections. Et pourquoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des observateurs qui n'ont pas eu le quitus? Parce que c'est des observateurs neutres. Et le pouvoir sait que la réponse ou ce qu'ils iront dire ne va pas dans leur sens. Donc, on prend des gens qui vont les accompagner pour aller au marché des dupes. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Maintenant, j'étais en train de vous dire une chose, que les résultats dans la causa ne nous ont pas surpris. Oui, j'allais en venir. Non, ça ne nous a pas surpris parce que... Oui, qu'est-ce qui ne vous surprend donc pas? Vous savez, quand on tient une population Oui. dans la peur, dans la terreur, et on pense toujours que c'est notre fief, on peut tout faire. On peut tout céder ailleurs, on ne le fera jamais chez soi. Moi, je le sais. Je sais le travail que nous avons commencé. Je sais ce que nous avons fait et le résultat aujourd'hui que nous avons eu. Vous voulez dire que la population de la Causa est allée aux élections dans la peur, dans le doute et dans la crainte? Vous-même qui me posez la question, vous posez la question dans la peur. Toutes les populations de la Causa vivent dans la peur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis avec un commerçant et qui me dit que pendant la campagne électorale, il reçoit un appel. Mais pourquoi vous n'êtes pas dans la campagne électorale? Il se pose la question. Est-ce que je suis militant? On lui dit non. Vous êtes dans la causa et donc vous êtes unis. Voyez, on répond comme ça à un citoyen. Je vais vous dire un homme d'État qui n'est pas censé parler de politique a dit le fait d'être dans la causa, c'est qu'on est unis. Vous voyez, cette mentalité, c'est quoi? Ça fait que tout le monde se cache. Même quand on veut parler, qu'on veut dire le contraire de ce que le pouvoir veut entendre, on est obligé de se réserver. C'est dans ces conditions que les gens sont allés aux élections. Je vais vous dire que lorsque nous étions avec les électeurs pendant la période de campagne, les gens nous ont dit qu'ils ont peur parce qu'on leur a dit si tu ne votes pas UNIR, ça se fera voir. C'est le message, c'est le discours. On maintient les gens dans la peur. Comment ça se fera Donc voir? écoutez, mais je ne peux pas répondre à la question. C'est eux qui le disent aux populations pour les maintenir dans la peur. Et puis écoutez, nous avons des représentants à qui on a dit qu'on ne veut jamais voir un bulletin de Causa Espoir dans l'urne. Ça, ce que je vous dis, c'est des faits. Et à la fin, on a eu 100% dans ces centres de vote. Alors que nous avons
nos représentants, nous avons un candidat dans ce canton. Nous avons des militants dans ce canton. Vous pouvez l'imaginer. C'est pourquoi je vous dis, tout ce qui s'est passé dans la causa ne nous a pas surpris. À la fin, on sait que telle tête ne nous plaît pas. Si nous sommes avec telle tête ici, ça ne va pas aller. Monsieur Ricardo, est-ce que vous-même, pendant la période de la campagne, est-ce que vous avez eu des affrontements avec le gouvernement ou bien les membres d'un parti politique? Non, nous n'avons pas eu d'affrontement parce que, je l'ai dit, Causa Espoir est un regroupement responsable. Nous sommes une force politique, on se respecte. On a entendu des choses, on pouvait répondre, aller à l'affrontement, mais nous avons choisi de ne pas répondre. Ça va dans le sens du pouvoir, comme de certaines forces politiques qui se réclament de l'opposition. Je prends par exemple le pouvoir en place. Vous avez écouté, vous avez relayé nos messages sur ce qui s'est passé dans le canton de Lassa, où un chef village a eu le courage de demander à nos représentants de cesser les activités politiques, sinon ils vont quitter le village. Nous ne sommes pas tus. Nous avons dû réagir. Nous avons saisi les organisations de droits de l'homme. Nous-mêmes, moi personnellement, j'ai appelé ce chef pour comprendre les mobiles et ce qui peut lui donner le droit de pouvoir ou de vouloir expulser un citoyen de son village. Et quelle a été sa réaction? Non, le chef n'a pas reconnu ses propos. Il ne pouvait pas les reconnaître parce que la pression était plus forte que ce qu'il ne pensait. Alors, dans un autre milieu, comme je vous ai dit, nos représentants ont été convoqués, écoutés par ce qu'on appelle les cadres du milieu, c'est-à-dire ceux qui ont gagné leur vie. Quand on parle de cadre là, je voudrais à travers cette émission que les gens comprennent la notion de cadre, c'est-à-dire ceux qui ont gagné leur vie à travers le système, le pouvoir, et qui conservent leur manger, qui conservent leur boulot, qui conservent ce que eux ils ont déjà eu comme récompense, et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre gagne ou ait la même chose. C'est eux qu'on appelle cadres. Et c'est eux qui font tout pour qu'on dise que chez eux, ça va. Chez eux, il n'y a pas de contestation. Chez eux, tout est sous la domination du pouvoir. C'est eux qu'on appelle les cadres. Et quand il y a élection, c'est eux qui descendent pour empêcher les gens de choisir librement leur candidat. Donc, des cadres ont écouté nos représentants. Nous n'avons pas voulu rentrer dans ce jeu, sinon on pouvait avoir des affrontements. Quand je vous dis que dans un canton, comme à Wendjelo, on a découvert, on a surpris quelqu'un en train de bourrer les urnes, nous l'avons réglé à l'amiable avec les forces de sécurité. Nous avons demandé que ces bulletins soient logés dans le lot des bulletins contestés. Et c'est ce qui a été fait devant nous. Il n'y a pas eu d'affrontement. Mais d'autres qui se réclament de l'opposition comme nous, qui sont sur le terrain de conquête du pouvoir comme nous, puisque eux et nous, nous avons le même adversaire que le pouvoir, ont eu le vilain plaisir, la malhonnêteté, la méchanceté. Tu peux parler de l'incivisme, d'aller sur les terrains du meeting et de dire ouvertement que nous sommes soutenus par le pouvoir en place parce que eux, c'est le discours qu'il faut avoir pour nous abattre. Nous avons eu plusieurs informations qui nous sont parvenues. Même sur les lieux de meeting, les gens ont eu à faire des déclarations fallacieuses. Et aujourd'hui, nous sommes en droit de les poursuivre à la justice. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de leur programme de société? Non, leur programme de société, c'est de salir Causa Espoir, qui est une aile marchande d'Uni. Et ils ont trouvé ce programme de société parce que c'est ce que le peuple togolais veut entendre. Le Togolais veut entendre que tel est d'Uni, tel est acheté, tel a pris de l'argent. Et c'est ce qui se fait dans nos différents partis politiques. Pour pouvoir avoir le leadership, il faut dire que tel a pris de l'argent. Et ce qui est malheureux, ce qui se fait au sommet se fait maintenant à la base. Et donc, c'est ce que les gens ont pu faire sur les terrains de meeting. Nous avons écouté tous ces discours. Les gens m'ont demandé de réagir. Mais le mot que vous avez utilisé, l'affrontement, on ne va pas à une élection pour s'affronter avec des muscles. On va pour s'affronter avec un programme de société. Oui. Et je suis content que vous étiez là. Je suis content que vous étiez là. Vous avez écouté notre programme de société établi sur 12 points. Il est vrai que ce n'est pas un affrontement musclé. Mais est-ce qu'il peut y avoir des perturbations? C'est-à-dire, vous êtes sur un lieu de meeting et voilà un autre parti politique vient aussi faire son meeting là-bas. Oui, vous avez raison. Vous savez, la CELI avait notre programme de meeting. D'abord, c'est un membre de la CELI qui me l'a demandé quand on n'était pas encore prêt pour leur envoyer. Après, j'ai envoyé le programme de meeting. Mais nous sommes surpris qu'en allant à Lama, c'est nos représentants qui nous ont dit que le parti irait déjà sur les lieux. Et nous ne sommes pas allés. Le lendemain, nous avons reprogrammé le meeting. On nous a dit qu'ils sont là-bas, nous ne sommes pas allés. Le troisième jour, nous sommes allés. Ils étaient par endroits. Et nous avons dû privilégier des endroits où nous devons aller.
Est-ce que la CENI pouvait coordonner ces Non, je sais que c'était une peine vaine. Ce n'était même pas la peine. Vous savez, nous savons ce que c'est que la CENI, la CELI et ses démembrements. Alors, de l'autre côté, nous étions dans le canton de Yaday où nous devons arriver pour notre meeting, mais nous avons appris que le parti UNIR est déjà là. Notre adversaire, un collaborateur, je parle de la DMP, puisque c'est un parti qui se dit aller à la conquête du pouvoir, était également déjà sur les lieux. Nous avons dû reporter. Donc, nous avons évité pour aller à l'affrontement parce que pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir l'espace libre et de dire aux populations ce qu'ils doivent entendre par rapport à la gouvernance de plus de 56 ans, de père au fils, et de leur donner notre programme de société. Aller à l'affrontement ne nous permettrait pas de sortir ces messages pour éveiller la conscience des populations. Oui, Ricardo Aguzo, maintenant je veux savoir si vous donnez raison à ces élections. Il faut nous dire réellement si vous donnez une raison totale à ces élections. Non, les élections, quand vous choisissez un régime, nous sommes dans la démocratie, c'est nous qui le disons. On est d'accord? Puisque depuis 1990, nous avons proclamé l'État togolais comme un État démocratique, après une lutte ardue. Et donc, si nous estimons que nous sommes dans un État démocratique, on ne peut accéder au pouvoir, on ne peut avoir une parcelle de pouvoir, on ne peut gérer ou diriger le peuple qu'en participant aux élections. Et donc, nous n'avons pas fait le mauvais choix. C'est ceux qui organisent ces élections aujourd'hui qu'il faut interpeller. Si vous n'avez pas le choix, si vous ne voulez pas que des gens viennent vous challenger, n'organisez pas les élections. Vous ne pouvez pas organiser les élections et empêcher les représentants, empêcher des individus de vous challenger ou de faire leur campagne ou d'aller soutenir certains candidats. Et vous voulez être seul sur le terrain, mais n'organisez plus les élections. Moi, je pense que c'est à eux qu'il faut poser aujourd'hui la question sur la valeur d'une élection. Oui, Ricardo. Je sais que vous voulez me poser la question. Oui. Est-ce que les élections ont encore un sens? Un sens. C'est en quoi j'ai voulu venir. Les élections ont un sens. Les élections ont un sens. Les élections ont un sens dans une démocratie. Oui. Et les gens ont choisi le régime démocratique dans lequel nous sommes. Vous ne trouvez pas que le Togo soit un régime démocratique? À l'heure où nous parlons, rien ne caractérise ce régime comme démocratique. Et rien absolument, sauf la volonté d'y être. Et cette volonté n'émane pas des gouvernants, mais des gouvernés qui disent qu'ils ne peuvent pas supporter la dictature ou l'autocratie. Et c'est cette pression en 90 qui a obligé le régime de Yadema à migrer et aller vers la démocratie. Et ils ne sont pas contents. Vous avez vu le dernier congrès fait aujourd'hui à Accra. Le président Faure est revenu sur le parti unique de RPT. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que les gens ont envie de continuer par être dans un parti État, dans le parti unique. Donc, ils ont cette velléité. Ils ne sont pas contents aujourd'hui d'être challengés par des gens comme nous. Ils ne sont pas fiers. C'est d'ailleurs pourquoi on instrumentalise la chefferie traditionnelle. C'est pourquoi on utilise parfois les forces de sécurité. Vous savez, dans le bureau de vote où je vous dis que nous avons pris quelqu'un en flagrant délit, mon représentant m'a dit, quand le monsieur est en train de bourrer les urnes, il a fait appel aux forces de sécurité. Mais ils étaient dans l'incapacité d'arrêter ce massacre. Oui, pourquoi? Pourtant, ils ont le pouvoir. Non, ils n'ont pas ce pouvoir. Pourquoi? Vous le savez comme moi qu'ils n'ont pas ce pouvoir. Oui, pourquoi, Ricardo? Vous savez, aujourd'hui, ça fait vraiment pitié. Parce que le pouvoir veut verrouiller tout. Et dans tous les sens. Nos forces de sécurité vivent les mêmes réalités que nous. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le pouvoir qui nous régente est un pouvoir militaire. Ce n'est plus une armée républicaine? Non. Ricardo. Je ne peux pas le dire. Mais dans la façon de fonctionner, on se rend compte que parfois on cautionne le pouvoir. Les gens le font. Vous savez, j'ai commencé la politique depuis les bancs. Je n'ai jamais eu en face de moi un adversaire politique avec qui j'échange. Mais j'ai en face de moi les forces de sécurité. Je ne dis pas aujourd'hui que l'armée n'est pas républicaine ou elle est républicaine. Mais dans sa façon de fonctionner, on comprend que les gens ne sont pas libres. Ils le savent. Les gens de l'armée ou bien les partis politiques ou la population? Non, je parle aujourd'hui de l'armée, qu'elle n'est pas libre, elle le sait. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai dit qu'on a interpellé les forces de sécurité qui étaient incapables d'arrêter le massacre. Vous savez, quand il y a des manifestations politiques, on réprime, on emprisonne, on tue, c'est facile. Mais ailleurs, on ne le fait pas. C'est pourquoi j'ai dit que les gens ne sont pas encore libres. C'est la lutte de cause à espoir. Parce que les gens ne sont pas libres ne veut pas dire qu'ils le veulent. Ce qu'ils font, ils sont d'accord.
Je voudrais qu'on se comprenne. Oui, Ça veut dire qu'il y a une pesanteur, il y a une force quelque part. Et cette force-là, il faut l'amener à comprendre qu'on ne peut pas choisir un régime et faire autre chose. Quand on est en démocratie, l'armée républicaine, c'est-à-dire elle prend la partie du peuple. On est d'accord? Elle est là pour protéger le peuple. Quand on est dans un régime démocratique, on n'organise pas les élections pour les gagner. Quand on est dans un régime démocratique, on ne piétine pas les forces en lutte sur le terrain. Quand on est dans un régime démocratique, on n'instrumentalise pas la chefferie traditionnelle. Quand on est dans un régime démocratique, on ne peut pas vouloir entendre un seul son. Mais c'est ça la réalité. Et c'est ce que nous avons vécu sur dans la COSA. Donc pour moi, c'est la troisième fois que je le dis, il y a eu tout sauf élection le 29 avril. Et nous devons savoir que les résultats dans la COSA, sur 167 745 électeurs, le pouvoir seul a eu 98 112 pour les régionales et 90 602 pour les législatives. C'est faux. Oui, en quoi? C'est faux. En quoi vous doutez en cela? Non, mais il faut douter. Nous savons aujourd'hui. Vous savez, le sondage, on n'a pas besoin d'être sorcier pour faire le sondage. Il suffit de prendre 10 personnes et les interroger sur leur vécu quotidien. Je vais vous étonner que pendant la période électorale, campagne, nous avons subi pas mal de torts. Les gens nous assimilaient au pouvoir. C'est-à-dire pour eux, quand vous arrivez, que vous voulez faire la campagne, c'est eux. Oui, On vous chasse. Plus précédemment, vous avez dit qu'il y avait certains partis politiques qui disaient donc au peuple que vous travaillez en commun avec le parti au pouvoir. Il y a cet Est-ce aspect. que le peuple n'a pas été instrumentalisé? Oui, d'une part. Ça, c'est en ville. Quand vous allez dans les campagnes, on a toujours écouté une seule voix qui est le pouvoir. Et donc, puisque les gens sont fatigués, quand vous vous approchez d'eux, ils ne cherchent même pas à savoir vous êtes qui. Pour eux, c'est le même pouvoir qui vient. Les gens ne veulent pas entendre parler d'élection. Les gens ne veulent pas qu'on leur parle de campagne. Pour eux, c'est la même chose qui va exister pendant longtemps. Ils sont fatigués. Le mot fatigué, nous l'avons entendu plusieurs fois. On ne peut même pas compter. C'est pour vous dire que si vous êtes sur une piste de sondage, vous saurez que personne n'a dans son cœur le pouvoir de Faure Gnassingbé encore. Mais il sort avec une victoire écrasante. Ça fait rire, mais il faut pleurer. Parce que cette alchimie, cette façon de maintenir le peuple par force, même si le peuple ne veut pas, on l'oblige. On veut le tenir par force. Ça finira par s'exploser un jour. Oui, Ricardo Aguzo, au cours du dépouillement, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'abstention. À quoi cela est dû? Mais cela est dû à ce que je suis en train de vous dire. Les gens sont fatigués. Les gens disent qu'ils ne croient plus à rien au Togo. Ce n'est pas les abstentions seules. Allez voir ceux qui cherchent les visas pour quitter le pays. C'est des milliers de personnes, c'est eux qui ne votent pas. Parce que ces gens-là, pour eux, leur sort est scellé. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus à rien. Et vous savez, dans un état comme ça, ceux qui dirigent le pays devraient vite se ressaisir. C'est ça qui crée les frustrations. Parfois, les gens se jettent dans ces trucs de diatisme et consorts. Parce que même les drogués aujourd'hui, parmi eux se trouvent des intellectuels. Si vous les prenez, vous les interrogez, vous allez voir, c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir, il devient un danger public. Voilà pourquoi les gens ont choisi la voie d'abstention. Les gens ne sont même pas allés voter. Vous avez vu dans les bureaux de vote, je suis surpris qu'on nous donne le taux de participation à plus de 60%. Quand vous êtes dans un bureau de vote, plus de 300 inscrits, c'est 100 et quelques qui vont pour voter. Ça veut dire que les gens ont choisi ne pas aller. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est cette manière pour eux d'exprimer leur ras-le-bol, qui n'ont plus de choix et qui ne croient plus à rien parce que le système qui nous régente depuis plus de 50 ans n'a laissé aucun espoir pour nos populations. Je parle de la COSA. Vous prenez sur la question des infrastructures, il n'y a rien qui soit enviable. Vous ne pouvez pas le contester devant moi. J'ai dit, on a passé plus de mois dans la COSA où nous avons eu le pouvoir sans l'eau. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'eau. Même des forages peinent à nous donner de l'eau à boire. Et c'est l'eau rouge. Il suffit de déposer cette eau qui se décante. Tu n'as pas envie de regarder en buvant. Mais tu prends la question des routes. On dirait que nous sommes dans une brousse. Tu prends la question des hôpitaux. On ne peut pas faire plus de 19 ans au pouvoir sans aucun hôpital de référence. Je parle de CHU, de CHR que nous avons vécu, que nous avons connu depuis, mais rien n'a encore ajouté. Nous connaissons les universités aujourd'hui, les difficultés pour les gens pour aller à l'université. 2 universités au Togo.
Mais les gens n'ont fait que 14 ans au pouvoir. Ils ont créé des universités. Ils ont créé plus de 17 CHR. Nous en connaissons. On ne peut pas faire plus de 19 ans au pouvoir sans aucun hôpital de référence. Je parle de CHU, de CHR que nous avons vécu, que nous avons connu depuis. Mais rien n'a encore ajouté. Nous connaissons les universités aujourd'hui. Les difficultés pour les gens pour aller à l'université. 2 universités au Togo. Mais les gens n'ont fait que 14 ans au pouvoir. Ils ont créé des universités. Ils ont créé plus de 17 CHR. Nous en connaissons. Est-ce que dans votre programme de société, lors de la campagne, est-ce que vous aviez pu avoir des alternatives à dire au peuple pour pallier à ce problème? Non, ce que je suis en train de dire, c'est déjà un fait des observations que nous avons transformé en programme de société. Et nous avons dit aux gens, le minimum qu'on puisse faire, c'est de transformer la vie des gens sans l'argent. De transformer la vie des gens sans l'argent. Et parfois, il y a des chefs d'État qui sont soucieux de l'avenir de la population, qui peuvent s'endetter pour le bonheur du peuple, puisque l'État ne meurt pas. On est d'accord? Il y a la continuité du pouvoir, il y a la continuité de l'administration. Et donc, quand on se bat pour ce peuple, ça va se payer. Vous savez, sur la question des infrastructures, nous avons un problème dans notre pays. Nous avons des gens qui sont prêts à faire des routes. Je connais dans mon quartier des gens qui sont prêts à faire des châteaux d'eau et donner de l'eau aux gens. Mais on ne leur permettra pas. Parce que sur la question politique, on le soupçonne. S'il veut le faire, c'est qu'il veut le pouvoir. C'est méchant. Ce que l'État ne peut pas faire, l'État peut permettre aux populations de le faire. C'est un programme phare pour nous de pouvoir proposer une loi qui va permettre à toute personne capable de tracer une route de le faire. À une personne capable de donner de l'eau de le faire. Mais là où je te parle, vous avez une difficulté d'accès dans votre maison, vous amenez un enjeu, mais vous serez arrêté. Pourquoi? Parce que vous voulez faire de la politique. Parce que vous voulez être aimé. Parce que vous voulez prendre le pouvoir. Tout est politisé dans notre pays. Si on donnait accès à chacun de contribuer pour le développement de son pays, notre Togo ne serait pas dans cet état. La COSA ne serait pas dans cet état. Oui. Voilà un peu les réalités. Oui, Ricardo, nous vous disons merci. Un peu plus haut, vous avez dit n'avoir plus raison aux élections. C'est-à-dire, selon vous, les élections n'ont plus de sens au Togo. Vous avez évoqué le cas du pouvoir, qui est un pouvoir rigide, imperméable. Est-ce que, selon vous, COSA Espoir a-t-il encore espoir d'exister? Je n'ai pas dit que je ne crois plus aux élections. J'ai écouté mes aînés, après le scrutin le dit, c'était regrettable quand je les écoutais. Vous savez, les élections ne sont pas mauvaises en soi. C'est ceux qui les organisent qui n'ont pas la bonne foi et qui ne sont pas dignes de les organiser. C'est à eux qu'il faut s'adresser. Vous choisissez le chemin de la démocratie, appliquez le chemin, les principes de la démocratie. Nous n'allons pas dire aujourd'hui que nous allons abdiquer pour que eux, ils organisent les élections comme ils veulent, qu'ils participent seuls et qu'ils se donnent la victoire seuls. Ça serait une démission totale. C'est pourquoi je continue par croire que même les 5 sièges de l'opposition, je compte sur Mme Madiamagbo, je compte sur Jean-Pierre Fabre, je compte sur Maître Dodi Apevo, je compte sur M. Gogé. Je sais qu'ils n'iront pas se taire. Cette bêtise inqualifiable que nous avons vécue à l'Assemblée précédente ne va pas se produire dans cette nouvelle Assemblée. C'est pourquoi je vous dis que le peu de moyens, le peu de place que nous pouvons occuper, occupons-les pour pouvoir dire à ce régime que nous sommes dans une lutte. Et cette lutte, nous allons la gagner. Donc, nous ne dirons pas que les élections n'ont plus de sens dans ce pays. Mais nous allons continuer par nous battre pour que les élections aient leur caractère républicain et constitutionnel. C'est pourquoi je vous ai dit, ceux qui l'ont fait en réalité dans un état normal seraient déjà poursuivis. Alors, pour moi, les élections, il faut dès maintenant commencer par faire une réflexion approfondie sur le caractère de vol, les moyens de vol, le système de bourrage dur, qu'est-ce que l'opposition doit faire et rapidement anticiper. Si nous n'allons pas aux élections, quel sera le mode pour accéder au pouvoir? Personne ne sait, mais nous savons qu'à force de continuer par les tenir la culotte, un jour, ça va s'exploser. Peut-être par même le vol des élections, ça va s'exploser. Merci beaucoup, Ricardo Aguzo. Maintenant que vous n'avez pas pu obtenir un seul siège, quel est l'avenir de COSA Espoir? Oui, c'est la question que vous m'avez posée tout de suite. L'avenir de COSA Espoir est très bien tracé. Vous savez, on dit à quelque chose, malheur est bon.
je me réjouis de ma participation à cette élection. Je vais vous surprendre. Moi, je n'étais pas prêt pour aller à cette élection. Sur plusieurs plans. Les gens m'ont convaincu. Quand je dis les gens, c'est les membres. Mes membres, les sympathisants m'ont dit, il faut nécessairement participer à cette élection. Nous avons fait deux choix. Soit nous faisons une campagne de gain, c'est-à-dire une campagne de force pour nécessairement avoir un siège, ou nous ferons une campagne de notoriété, c'est-à-dire pour donner notre programme de société aux gens et savoir que nous aussi nous sommes en mesure de faire quelque chose. Chemin faisant, nous avons choisi la campagne de gain. Parce que pour nous, ce qu'on entend, ce qu'on a écouté, ce qu'on a vécu sur le terrain, ce n'était pas évident pour le pouvoir d'avoir un siège. Nous nous sommes lancés dans cette campagne de gain. Alors, on nous a sorti le système de vol où nous n'avons pas la maîtrise de vol, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes pas des gendarmes, nous nous sommes battus. Ils ont choisi à qui attribuer quoi. Ce n'est pas notre problème. Maintenant, ce que je vais vous dire, cet échec, puisqu'il nous apprend quelque chose, est utile. Nous avons tiré les leçons dans ce chemin. Dans cette aventure, nous avons appris beaucoup de choses à réel. Si je vous dis que je regrette ma participation à cette élection, je suis un hypocrite. Là, je ne suis pas reconnaissant pour ce que Dieu nous a fait. Nous avons eu une expérience pas possible dans cette aventure. Vous savez, nous avons, avant cette élection, fait un lancement de fonds. Un appel de fonds. Oui, dans un communiqué, puisqu'hier, et vous avez encore parlé de ces fonds. Vous avez détaillé. Mais avant la campagne, vous avez fait un appel de fonds. J'avais voulu que vous nous donniez un peu plus de détails sur cela. Oui, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Que nous avons eu pas mal d'expériences, très riches. Cet appel de fonds, c'est la première fois, moi, dans ma vie, de crier au secours parce que le pouvoir a voulu nous bloquer par les cautions. Vous avez vu la situation des cautions. Après, nous connaissions les réalités dans la causa. C'est ma première fois de faire un cri à l'endroit du peuple togolais et de tous ceux qui sont pour nous des sympathisants pour nous soutenir. Nous n'avons eu que 67 000 francs. Ça nous a permis de connaître nos relations. C'est déjà bien. Sur cette base, je pense que on ne serait pas allé à cette élection qu'on se tromperait. On se tromperait de relations et de partenaires et d'amis. C'est bien, ça nous permet de nous raviser. Et puisque nous avons fait un appel de fonds et que rien ne rentrait, nous sommes obligés d'aller chercher pourquoi. Et nous avons compris. Cela nous a permis également de savoir désormais comment mener notre politique. La deuxième chose, sur le terrain, nous nous sommes attardés sur notre programme de société. Nous n'avons pas su que le peuple que nous avions en face est un peuple affamé. Vous savez, je n'insulte pas ma population, oui, comment vous mais j'ai compris que le système a abruti des gens. Partout où vous passez, on tend la main. Mon frère Ariel, à un moment donné, je me suis arrêté quelque part. J'ai demandé à mes membres, mais est-ce qu'on va continuer dans ça? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nos parents? Parce que j'étais obligé d'être surpris de ce que je croisais sur le terrain. On tend la main. Si c'est pas l'argent, c'est la boisson, c'est le t-shirt, c'est les casquettes. On ne cherche pas à savoir quelle est votre idéologie. Qu'est-ce que vous portez comme programme? Quand vous passez par la musique, tout le monde sort de sa campagne, tout le monde sort de son tout dans la main. Si en 2024, les populations continuent par tendre les mains, il faut savoir que notre pays a des problèmes. Et c'est extrêmement grave. Si on peut amener un peuple dans une extrême pauvreté comme ça, pour qu'à la veille des élections, qu'on vienne distribuer le riz aux populations agricoles, pour qu'on vienne distribuer le maïs aux populations cultivateurs, pour qu'on vienne distribuer les pagnes aux gens, vous savez, non, les gens ont fait trop du tort à notre population. Ils ont terrorisé nos populations. Ça fait pitié. Le programme de société n'intéresse personne. Le message que vous véhiculez n'intéresse personne. Qu'est-ce que vous avez à nous donner à manger? Point. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et ce que je vous dis, ça m'a fait couler les larmes. C'est mon peuple ça? C'est nos populations? Est-ce que l'état de vie de nos parents est à ce niveau? Et quand est-ce que nous pourrons le changer? J'ai vu ça. Ça veut dire que la période électorale est une période pour les gens de manger. Ce n'est pas une période pour nos parents, pour nos populations, de choisir ceux qui ont le bon programme pour les diriger. Oui, Ricardo. J'ai appris ça. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que nous avons... Oui, nous avons au Togo un peuple mendiant. Je ne vais pas le dire, ça serait insultant. Mais je dis qu'on a formaté les esprits
de telle sorte que dans la période électorale, on ne cherche plus à savoir qui a quelle bonne idée ou mauvaise, mais qui peut me donner à manger. Et donc, c'est pourquoi, quand on a le pouvoir, il faut piétiner ce peuple parce que on a acheté son pouvoir. C'est ce que j'ai voulu que vous compreniez. Et donc, ce peuple n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Mais plus de 3 générations, imaginez, quand on gère un pouvoir de plus de 3 générations. Notre peuple, donc, s'est écarté carrément de l'idée de John L. qui dit « Accepter ta donation pendant la période électorale, c'est accepter un peuple corrompu, n'est-ce pas ?» C'est vous qui le connaissez. La population que j'ai connue aujourd'hui, j'ai dit j'ai la chance de connaître la population. Le peuple n'a pas ce discours que vous avez. Elle n'a pas de choix. Cette population n'a pas de choix, ce que vous dites. Oui, puisque Nadal dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Ah, exactement. Vous n'avez jamais connu 5 000 francs pendant 5 ans. Est-ce que vous savez que les gens n'ont jamais tenu 5 000 francs pendant 5 ans? Et pourtant, c'est des agriculteurs. On n'a rien fait pour que l'agriculture puisse nourrir ceux qui la pratiquent. On n'a rien fait pour que l'éleveur puisse se nourrir de son travail. Vous savez, le canton de Lassa, par exemple, dans la période des pluies, les femmes produisent de la tomate. Il faut aller voir comment les femmes souffrent avec leurs tomates pourries. Une femme peut transporter toute une bassine de tomates. Elle va te vendre cette bassine à 200 francs parce que c'est une période où si elle ne le fait pas, la tomate sera pourrie. Aucune autorité, aucun responsable, aucun dirigeant n'a pensé à transformer cette tomate-là. Personne n'a pensé créer une industrie qui va transformer cette tomate-là. Pourtant, les tomates en boîte viennent de l'extérieur et nous achetons. Personne n'a pensé à la conservation de ces tomates. Si vous voyez ces agriculteurs vivre de leurs tomates, ils ne vont pas tendre la main pendant la période électorale. Je pense que peut-être les gens n'ont pas les moyens. Est-ce qu'il y a des bonnes volontés? Mais je parle de l'État, je parle de ceux qui nous gouvernent. Je parle des gouvernants. Oui, pensez-vous que l'État a à sa disposition ces moyens? Ils n'ont pas la volonté ou ils n'ont pas cette compétence. On ne peut pas diriger un peuple sans savoir que on peut transformer la vie du peuple. C'est quand on a cette compétence de se dire qu'on peut transformer la vie du peuple, qu'on voit ce que le peuple fait et on va l'aider. Vous ne pouvez pas me dire qu'on ne peut pas créer une industrie à Kara pour transformer la tomate. Ce n'est pas possible. Mais ça veut dire qu'on n'a pas sa place là où on est. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si les gens ne peuvent pas créer des entreprises pour absorber les populations, si les gens ne peuvent pas subventionner dans l'agriculture, nous sommes une population à plus de 80% agriculteurs. Mais si on ne peut pas injecter les fonds pour que l'agriculteur vive de son agriculture, on n'est pas un bon dirigeant. Mais attendez, si vous êtes en face des dirigeants qui sont des hommes d'affaires, n'attendez rien d'eux. Parce qu'ils pensent comment faire fructifier leur affaire. Et c'est ça. On ne peut pas dire est-ce qu'ils ont les moyens. Vous savez, il y a des gens à diriger ce pays quand il n'y avait pas la coopération avec les phosphates. Vous avez vu les fonctionnaires se plaindre? Aujourd'hui, on a tout. J'ai dit, on a tout. C'était en 1993, quand l'international a coupé toutes les relations avec Gnassingbé et Adema. On a dirigé ce pays avec la petite richesse qu'on a. Aujourd'hui, on a tout. On a tout vendu. On tend à vendre aujourd'hui les hôpitaux. On a vendu toutes les banques. Aucun entrepreneur capable de financer les fonds n'est en mesure de venir s'installer. Vous voyez, dans cet état, j'ai dit, il ne faut pas dire que les populations sont des populations mendiantes. Mais elles sont dans un état de mendiant imposé. Et les gens sont fiers. Hein? Mais vous ne pouvez pas voir un candidat milliardaire. Oui, comment attendez, vous ne pouvez pas voir un candidat milliardaire. Les gens sont fiers. Un candidat milliardaire qui puisse venir distribuer des pagnes. Mais il doit avoir pitié du peuple. Où les gens se battent pour avoir un pagne. Où les gens se battent pour avoir un t-shirt. On s'est rencontré avec un candidat d'Uni. Mais j'ai vu comment les gens se bousculaient pour les t-shirts. Mais ce candidat, consciencieusement, ça ne l'a pas touché. Monsieur Ricardo, est-ce que vous pensez donc que c'est la faim qui pousse la population? Parce que moi, je pense que les gens se disent, m'habiller à l'effigie de tel parti me fait honneur. Monsieur Ariel, je vais vous étonner. Je suis chez moi. Les gens viennent me dire, votre politique m'intéresse. Quand ils viennent, certains sont en t-shirt du parti uni. Ils ne savent même pas que c'est cet habit qu'ils ont sur eux. Mais bien sûr, je vais vous surprendre. Ils ne savent pas qu'ils sont en t-shirt d'uni. C'est quand vous commencez par parler qu'ils se regardent. En sortant de la maison, c'est le seul habit neuf qu'il a. Attendez, allez dans un marché à Kara. Quand vous arrivez, tout est blanc. C'est le t-shirt d'uni. Prenez un, discutez avec la personne. Elle ne sait même pas ce qu'elle a porté. Donc, pour vous dire que ce n'est pas un choix. Ce n'est pas parce que les gens veulent. On est d'accord? Ce n'est pas parce que les gens sont fiers de porter qu'ils portent. C'est parce qu'il n'y a rien.
Parce qu'ils sont affamés. Oui, parce qu'il n'y a rien. Je n'aime pas utiliser ces mots. Merci beaucoup. Mais on a utilisé nos populations pour qu'elles soient maintenues dans la pauvreté, dans la famine. Et en période électorale, on vient jeter les billets de 1000 francs, 2000, comme on jette des graines au poussin. Moi, je suis dans un bureau de vote quand une autorité est venue avec des billets de 5000 francs. D'abord, ce n'est même pas des billets neufs, vieux. Elle m'a vu et elle a reculé. Mais t'as peur? Ça a été distribué? Elle voulait faire quoi avec Non, ça a été distribué dans les bureaux de vote. Les gens en ont pris. Pour céder. Quel but? Pour céder, pour bourrer les urnes. Pour que lorsqu'on compte ta voix là, qu'elle soit nulle, qu'elle soit déclassée. Et que ce soit seulement les voix de ceux qui ont de l'argent qui passent et qui vont à la CELI qu'on comptabilise. C'est ça le système électoral qu'il faut combattre. Mais il ne faut pas continuer par tenir ce discours que les élections ne donnent rien, mais tenir le discours sur ceux qui organisent ces élections de façon maladroite et qui sont inconscients que dans un système, quand on choisit un régime, on doit avoir la pratique de ce régime. Vous savez, n'est pas donné à n'importe qui d'être dirigeant. Ça, qui doit donc concrètement diriger? Celui qui doit diriger, celui qui doit avoir le peuple derrière lui. Être leader, c'est quelqu'un qui connaît au minimum la morale et l'éthique, qui peut faire une introspection et savoir que ici, c'est mauvais. C'est celui qui a la raison de savoir le bien du mal. Mais celui qui ne se soucie pas de la souffrance d'autrui ne peut pas diriger. Et cette méchanceté... de la souffrance du peuple. Mais bien sûr, je dis, quand vous avez un milliardaire qui vient distribuer 1000 francs où les gens se tapent, distribuer les t-shirts où les gens se tapent, ce milliardaire doit se poser la question, il y a quoi dans ce milieu? Oui, monsieur Ricardo. L'essentiel n'est pas de distribuer, mais c'est de transformer la vie des gens. Oui, je comprends. Ce qui veut dire qu'il faut affamer le peuple pour diriger, c'est ce que vous voulez dire. Mais c'est ce qu'ils sont, c'est pas ce que c'est que la politique. La politique, c'est pour les hommes vertueux, les hommes qui connaissent la valeur de l'autre, et qui sont dans la quête permanente de transformation positive de la vie des citoyens. Mais si vous prenez des attelage à affamer le peuple pour le diriger, mais c'est la méchanceté. Et c'est ça la cruauté. C'est ce que nous vivons. Merci beaucoup, Ricardo Aguzo. Je vais remonter un peu pour parler de l'aide de l'État pour ces élections. Est-ce que vous avez reçu l'aide de l'État? Et l'aide de l'État est-il venue au point nommé? Vous savez, vous êtes en train de fouiller. On avance. L'aide de l'État aux candidats en liesse pour un scrutin, ce n'est pas un don du chef de l'État. Moi, j'ai écouté les communiqués ici à Radio Cara, mais j'ai ri. J'ai ri quand on vient parler aux gens comme si le chef de l'État a eu pitié de nous pour nous donner de l'argent. Donc c'est un droit pour le gouvernement. Mais je dis que ça fait partie du code électoral. Ricardo. C'est une loi. C'est une loi donc. C'est une loi. Donc c'est... Écoutez, nous animons la vie politique. Vous savez pourquoi un peu partout, les partis politiques ont un financement mensuel? C'est nous qui animons la vie politique. On est d'accord? Et donc on a fait le choix de maintenir la vie politique. Et donc, en retour, ce que l'État collecte chez nous, nous devons avoir une part pour participer à l'animation de la vie politique. C'est comme ça qu'il faut interpréter les choses. Qu'on ne vienne pas dire que le chef de l'État a gracieusement donné attention. Et c'est ça, c'est pour combattre leur adversaire politique. Et cette somme-là, ces fonds-là, mais c'est pour la campagne électorale. On connaît la date de la campagne électorale. On ne peut pas, après la campagne électorale, donner un fonds destiné à la campagne électorale. Nous avons réellement perçu ces fonds dans la deuxième semaine, vers la fin. Mais il faut que les gens disent la vérité au peuple. Combien vous avez donné aux listes? Nous avons perçu au total 1 525 000. Nous sommes candidats aux élections législatives. Nous sommes candidats aux élections régionales. Les deux scrutins, la caution, c'est combien? Ce que nous avons perçu ne peut pas payer la caution des deux scrutins. Si tel est que cette somme est pour la campagne électorale, 1 525 000 pour deux scrutins, vous imaginez un peu ce que c'est? C'est pourquoi j'ai dit que ça ne peut pas payer la caution. Je n'ai pas dit qu'on prend ça pour aller payer la caution, de grâce. Mais c'est pour comparer, pour comprendre les fonds que les gens peuvent utiliser pour une campagne et les miettes distribuées qui deviennent aujourd'hui un argument de vilipender les adversaires politiques. C'est méchant. On n'a même pas perçu ces fonds avant la campagne. Mais on nous a détruits avant la campagne. Et chez qui? Mais ceux qui ne savent pas ce que c'est que la politique. Après aller leur dire, c'est nous qui leur avons donné l'argent pour venir chercher le pouvoir. Ils n'ont rien. Le jour qu'ils prendront le pouvoir, ils doivent manger d'abord avant de regarder quelle est votre vie. C'est pour dire indirectement que eux qui sont là-bas, ils mangent. Mon frère Ariel, on ne prend pas le pouvoir pour manger. C'est une mission. On va
à la magistrature suprême. On va au Parlement pour avoir les moyens de transformer les problèmes en des lois. Mais c'est ça le travail. Mais si vous pensez que ceux qui viennent parler aux populations n'ont pas encore l'argent pour se prendre en charge, donc quand ils auront ça, ils vont bouffer avant de venir, ça veut dire que vous voulez dire aux gens la politique ne se résume qu'au ventre. C'est dommage. Merci beaucoup, Ricardo Aguzo. Nous allons finir cette émission, mais avant de conclure, est-ce que vous avez un mot pour la population, pour l'opinion internationale et pour le gouvernement? J'ai un mot à l'endroit de toutes ces populations pour leur dire que Causa Espoir ne va pas se limiter à ça. Je voudrais rassurer à tous nos compatriotes togolais, au Togo, à la diaspora, que dans les prochains jours, ils auront de nos nouvelles. Cette élection nous permet... Ça veut dire? Non, ils auront nos nouvelles. Ça veut dire ce que ça veut dire. Autrement dit, nous ne serons nous limiter dans ce que nous sommes. Nous avons tiré une expérience riche qui nous permet de nous construire. Nous lançons un appel à tout le peuple togolais de se mettre debout et de refuser l'injustice. Partout où ce peuple est, dans n'importe quel parti politique, il faut s'indigner et refuser le faux. Vous savez, aujourd'hui, au lendemain des élections, j'ai vu les membres du pouvoir prendre les médias. Mais je ne sais pas si mes frères de l'opposition ont compris le sens. Le parti UNIR est en train maintenant de s'asseoir. Après plus de 57 ans de règne de père en fils, maintenant il veut s'asseoir. Et ce parti se rajeunit. On sent un sang nouveau dans ce parti. Ça veut dire que ce parti n'est pas encore prêt pour quitter le pouvoir. À nous de nous organiser. C'est pour ça que je disais, les gens auront de nos nouvelles. Pour ne pas aller loin, c'est dire que nous avons du sang nouveau sur l'échiquier politique. Et c'est dès maintenant. On n'a pas besoin d'attendre un temps. Il faut éviter que ce soit lors des périodes électorales qu'on aille ou qu'on s'approche du peuple. Même s'il y a des difficultés, essayons. Et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs déjà. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, continue par protéger notre pays. Quelles que soient les situations, Ariel, écrivez, gardez, ça va changer. Même Jésus est venu et il est reparti. Ce n'est pas des gens qui vont se dire éternels. Ils partiront, ils quitteront. Et le pouvoir ne sera pas toujours dans leurs mains un jour. En 2025, il y aura encore des élections. Je veux un mot à l'endroit de l'opinion internationale, les observateurs, pour éviter, vous avez parlé des fraudes. Comment vous prétendez gérer cette affaire avec l'opinion internationale? Nous le ferons, mais nous n'allons pas communiquer là-dessus. Nous avons tiré une expérience riche qui nous permettra de nous organiser. Mais nous voulons rassurer le peuple que cette question électorale sera revue. Et à travers ce que ces gens nous ont montré, on peut changer le pays. Vous savez, le plus fort, c'est une petite erreur qu'il va commettre et on va le renverser. Et donc, moi je suis quelqu'un, je suis sur tous les terrains. Là où je sais que c'est un terrain de jeu, de lutte, moi j'y vais. Moi je ne dis pas que ce terrain, non, il n'est pas approprié. Parce que tu ne sais pas où se trouve la faiblesse, la force de l'adversaire et du plus fort. Donc n'importe quel terrain on m'amène, il suffit que ce terrain soit légal, moi j'irai. Et donc, on ne va pas tout de suite se mettre à parler des élections de 2025. Parce que nous venons de quitter une phase extraordinaire Qui a marqué les esprits. Il nous faut le temps de réfléchir. Il nous faut le temps pour quand même analyser nos forces et nos faiblesses et nous réorienter dans le futur. Mais, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, que personne ne croit à l'invincibilité de ce pouvoir. D'ailleurs, cette constitution, nous l'avons décriée, n'est-ce pas? Mais je voudrais vous rassurer que parfois on creuse sa propre tombe. C'est cette constitution qui peut faire partir les gens par force. Et Dieu le fera. Merci beaucoup Ricardo Aguzo. Nous sommes au terme de cette émission. Nous sommes au terme de notre entretien. Nous vous disons merci. Merci pour ces détails. Merci pour ces informations à l'endroit de l'électorat, à l'endroit du peuple togolais. Nous vous disons merci et que Dieu vous raccompagne donc chez vous. Merci à vous également et merci à tout le peuple togolais, à tous vos fidèles auditeurs et auditrices. Nous espérons avoir encore de très bonnes nouvelles prochainement. Alors, que Dieu vous guide. Mesdames et messieurs, c'était donc une émission spéciale sur les élections législatives régionales. Et nous venons d'écouter la voix de Ricardo à travers ces détails. Merci beaucoup à vous. Merci aux auditeurs. Merci à tout le monde. Merci à vous qui étiez des nôtres. Nous vous donnons un prochain rendez-vous avec Ricardo Aguzo. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.